Tandem TV, Israël et le droit international, c'est tout de suite et j'ai le plaisir d'être avec Nissim Slama. Bonjour Nissim. Bonjour, bonjour. Bonjour Nissim. Alors Nissim, tu es guide touristique, conférencier, officier de réserve chez Tsahal et spécialiste du droit international. Et j'ai voulu t'interroger aujourd'hui pour qu'on parle ensemble du droit international et d'Israël. Qu'est-ce que le droit international? Comment les résolutions de l'ONU peuvent influencer ou peuvent critiquer la politique d'Israël? J'aimerais que tu nous donnes tout de suite tes explications là-dessus. Donc tout d'abord, ma première question. On parle beaucoup du droit international, mais concrètement, c'est quoi le droit international? Ok. Pour faire comprendre, on dit bien droit international et pas loi internationale. Il n'y a pas de législateur international qui décide pour le monde entier que tout le monde aura la même loi. On parle de droit. Le droit, c'est ce qui est créé et qu'on peut aller devant une cour de justice. Et il y a des cours de justice internationales. Par exemple, si entre nous on fait un contrat, par exemple, tu me vends une maison ou je te vends une maison ou j'achète quelque chose, on a un contrat entre nous qui est pas une loi mais qui crée du droit. Donc après, je peux venir avec ce contrat et dire tu me dois X, tu me dois Z. Donc, on parle bien de droit international qui est créé à base de contrats. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Qu'est-ce que c'est? On parle en fait de droit international rentre dans le cadre de toute, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, entre une personne, entre un pays et un État souverain, ou une personne dans l'État souverain, ou quand je dis une personne, ça peut être aussi une personne sociale, avec une personne ou une personne sociale ou un autre État souverain, il se parle de droit international. En fait, c'est les contrats entre les différents pays pour pouvoir faire des actions entre eux. Par exemple, disons que on s'appelle avec Zoom. Donc, on se parle avec Zoom maintenant, et que les deux, on est dans deux pays différents. Toi, tu es en France, moi, je suis en Israël, ou le contraire. Pour faire un Zoom, il faut qu'il y ait Internet. Pour qu'il y ait Internet, il faut qu'il y ait des câbles sous-marins. Il faut qu'il y ait tout un protocole qui soit entre les pays pour décider comment communiquer entre nous. Tout ça, c'est aussi du droit international. Au bout du compte, il y a un problème avec ça. Il faut aller devant un juge, il faut décider et dans les contrats, même, on décide qui va juger, qui prend en compte. Est-ce que ça se passe aux États-Unis, ou ça se passe en France ou en Israël? Donc, en fait, toute relation entre des personnes sociales ou des États eux-mêmes différents, ok, ça passe du droit international. Donc, il faut bien faire attention. D'abord, je dis c'est du droit, parce que c'est basé sur des contrats, et c'est des contrats entre des personnes, ou entre des personnes sociales, mais aussi entre des États. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle, et on parle pas de morale, ok, comme tout droit, comme dans les lois, comme dans le droit, je peux faire quelque chose qui est totalement super moral à mon opinion, et qui est quelque chose que je dois faire, mais qui en va à l'encontre totale du droit international. Par exemple, hier et avant-hier ont explosé des beepers au Liban. Ok, à un moment où on enregistre, il y a des beepers qui ont explosé au Liban. Il y a eu des centaines de blessés, je sais pas combien de tués, et des forces du Hezbollah, une organisation terroriste d'après le droit international. Est-ce qu'il serait, d'après le droit international, de faire cette action? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait le faire? À mon humble opinion, oui. Est-ce que ça veut dire que c'est repréhensible au niveau moral? À mon humble opinion, pas du tout. C'est ce qu'il faut faire, c'est une superbe action, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, c'est waouh. Ok. Donc il y a une grande différence entre le droit international et la morale et ce qui est bien au niveau politique. Ben, c'est trois choses différentes. Alors, donc c'est très important. D'abord, je reprends. On ne parle pas de loi internationale, mais de droit international. On parle d'accord entre des institutions ou entre des États ou entre des États et des particuliers. Et on Exact. sort la morale de cette question du droit. Le droit est là pour dire la justice, pas pour dire la morale. Exactement. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est sûr que le droit international, comme les lois, dont, quand on va à l'Assemblée nationale en France ou à la Knesset en Israël, les lois sont basées sur des valeurs, sur la morale, sur la politique. Et ça crée des valeurs de la morale, de la politique. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a une identité totale. Il y a une relation, une très forte relation. Ok. Le droit international, par exemple, interdit de tuer de manière indiscriminée, comment on dit, de manière indiscriminée, Indiscriminé. Ouais. c'est difficile à dire, de manière indiscriminée les civils. Ok, je peux pas rentrer à Gaza et vous tuez tous les civils que je rencontre sur mon chemin. J'ai pas le droit. D'ailleurs, on le fait pas. Mais non. C'est basé sur quoi? C'est basé sur une morale. C'est une morale juive, chrétienne, de faire la distinction entre combattants et civils. Il y a une morale qui n'existe pas, par exemple, dans le monde arabo-musulman ou en Extrême-Orient, etc. Mais non, c'est du droit international qui est basé à l'origine sur des valeurs, sur de la morale. Mais le fait que j'ai pas le droit de tuer de manière indiscriminée, même le côté qui est immoral. Et même le Hamas n'a pas le droit de le faire. Même si le Hamas, dans sa morale à lui, il n'y a aucune différence entre civil et militaire, il a quand même pas le droit de le faire parce que c'est deux notions différentes. C'est basé sur la morale, surtout sur la morale occidentale, c'est basé sur les valeurs occidentales, mais ça veut pas dire que
qu'il y a une identité totale. Et je peux faire quelque chose de très immoral qui est permis, et je peux faire quelque chose de très moral qui est interdit. Donc, d'où ça vient, cette idée? D'où ça vient? Et pour ça, il faut bien comprendre les concepts d'État souverain. J'ai parlé d'État souverain. Un État, c'est une organisation. Comment s'organise dans un territoire? J'ai un territoire, j'ai des gens qui habitent dans le territoire. Comment s'organise pour faire des lois, pour appliquer les lois, pour faire la justice, pour l'économie, pour la culture. Donc, ça veut dire que, en fait, dès que j'ai un territoire avec dedans une assemblée et des ministères et un président ou un roi ou quelque chose, dès que j'ai une organisation, et il peut avoir une monnaie, il peut avoir... On parle d'un État, c'est l'organisation d'un État. Un exemple, par exemple, est-ce que l'autorité palestinienne est aujourd'hui un État? On pourrait très bien, c'est mon opinion, on peut dire très bien, oui, c'est un État. Il y a là-bas un parlement, il y a là-bas un président, ils ont leur propre économie, ils ont des ministères, ils ont une citoyenneté. La citoyenneté, c'est le fait d'appartenir à un État, c'est en fait une sorte de carte de membre d'un certain État. Mais c'est un autre concept de la souveraineté. La souveraineté, c'est le concept de faire ce que je veux dans ce territoire. Il peut avoir une souveraineté sans État. Par exemple, les réserves indiennes aux États-Unis sont souveraines, mais ils n'ont pas d'État. Il n'y a pas d'organisation étatique. Mais ils sont souverains au niveau du droit américain. Ils ont leur propre souveraineté. Il y a énormément de territoires souverains dans le monde qui n'ont pas d'État à eux-mêmes et qui sont en fait organisés par un autre État. Par exemple, aux États-Unis, ça va être par l'État fédéral américain. C'est quoi le souverain? Le souverain, en fait, peut faire ce qu'il veut. C'est quoi ce qu'il veut? On peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. En fait, peut faire ce qu'il veut, à part, évidemment, il peut pas faire des choses qui sont contre la nature. Je peux décider demain que la Terre va tourner dans l'autre sens. Ok, qu'elle change de sens, la planète. Je peux pas. Ok, je peux décider demain que, en tant que souverain, que la journée, vous savez, comme Josué dans la Bible, qui arrête le soleil de Le se coucher. soleil. Voilà, qui arrête le soleil. Même si les souverains de Dieu, bon, là, c'est un miracle. Mais même le souverain ne peut pas le faire. Okay, donc ça, c'est la première chose que le souverain ne peut pas faire. La deuxième chose, c'est que le souverain, donc, ça veut dire que, par exemple, dans un pays démocratique, ce sera le peuple, comme en France, qui exerce cette souveraineté par une assemblée, qui l'élit, et par des représentants qui l'élit, mais ça peut être aussi un roi. C'est un État autocratique, et ça peut être un roi ou un dictateur, c'est le souverain. Il peut se limiter lui-même. Ok, donc l'État souverain peut dire, voilà, moi, je n'arrête pas les gens et je les mets pas en prison sans faire de justice et sans les amener devant un juge. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il peut se contrôler, il peut se mettre des auto-limites, des limitations, des auto-limitations par le droit international. C'est-à-dire il va avoir un autre État souverain, ok, donc la France et les États-Unis, et ils s'auto-limitent. C'est-à-dire qu'ils signent entre eux un contrat où chacun prend et s'oblige à faire des choses par rapport à l'autre. Par exemple, si je jette un exemple, je ne sais même pas s'il est vrai, ok, c'est pas grave, c'est pas important. Donc, la France et les États-Unis font un traité que s'il y a un gangster américain qui s'enfuit en France, ok, la France va l'arrêter, elle va le transférer aux États-Unis, va l'extraditer vers les États-Unis. Pour la France, elle renonce à une partie de sa souveraineté. Parce que, d'après la souveraineté, je fais ce que je veux. Donc, si je veux l'extraditer, je peux l'extraditer. Si je veux pas l'extraditer, je l'extradite pas. C'est moi, je fais ce que je veux, je suis souverain. La République française fait ce qu'elle veut. Mais la République française, qu'elle va faire, elle va signer un contrat, un traité, on appelle ça, entre les différents États, avec les États-Unis, en disant que dans le cas où il y a un gangster américain qui s'enfuit et qui arrive à Paris, je vais l'arrêter, je vais l'extraditer, je vais être obligé. Et donc, en fait, la France se limite par elle-même, et c'est ça qui crée le droit international. La troisième chose qui crée le droit international. Moi, j'ai envie de te demander tout de suite, concernant l'ONU et la SDNIR, est-ce qu'on est dans le cas d'un transfert de souveraineté ou pas du tout, concernant les États membres? Pas du tout. Il n'y a pas de transfert de souveraineté. Et même quand je parle de droit international, je ne parle pas de transfert de souveraineté parce que tous ces traités, les États peuvent y renoncer. La France peut demain dire, je renonce au traité d'extradition avec les États-Unis. Elle peut le faire. Tous les traités, et il y a entre nous, il y a des milliers de traités. On parle vraiment, chaque pays, il a des milliers de traités. Et quand on parle, quand c'est des choses, vous savez, des frontières ou ce genre de choses, c'est des petits traités. Des fois, c'est une seule page. Mais quand je parle, par exemple, des télécommunications ou de l'aviation internationale, ok, par exemple, les avions, ils passent au-dessus des différents pays, il y a des traités qui expliquent ça. C'est des traités qui sont des bouquins gigantesques, avec tous les petits détails, etc. Et au bout du compte, les pays peuvent y renoncer. Ok, je peux dire demain, j'ai fait le traité, je suis plus d'accord. Ok. Maintenant, en étant à l'ONU, c'est pas du tout un renoncement à la souveraineté, du tout. L'ONU, il n'y a il y a un seul renoncement à la souveraineté en fait, c'est que quand je fais partie de l'ONU,
Dans le cas où le Conseil de sécurité que le Conseil de sécurité prend des décisions que sous le cadre du chapitre 7 de la charte de l'ONU, donc là, mais dès le départ, ok, a priori, j'étais d'accord en signant la charte de l'ONU et en étant membre, en disant que si le Conseil de sécurité, sous le signe du chapitre 16, décide quelque chose, je suis obligé de le faire. Alors, c'est un point Mais très important parce que ça veut dire que les décisions qui sont votées à l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes. ne sont absolument pas contraignantes. Il n'y a aucune valeur des décisions de l'Assemblée plénière de l'ONU. Absolument aucune est contraignante. Les seules décisions de l'ONU qui vont rentrer dans le droit international et qui vont être obligatoires, c'est des décisions par le Conseil de sécurité de l'ONU, et pas seulement par le Conseil, mais sous le cadre du chapitre 7. Quand le Conseil de sécurité prend des résolutions, on appelle ça une résolution, dans le préambule de la résolution, il va avoir marqué sous le cadre de quel chapitre de la charte de l'ONU le Conseil de sécurité prend sa décision, prend sa résolution. Si sous le chapitre 6, et en fait c'est un règlement, ce qu'on appelle règlement pacifique des résolutions, des résolutions pacifiques des problèmes, il n'y a pas de valeur légale. Il n'y a que dans le cas où c'est sous le chapitre 7, et on peut le lire dans le préambule de la résolution, que c'est dans le cadre du chapitre 7. En fait, simplement, on reprend le même titre que le chapitre 7, et pour maintenir la paix internationale. Il y a toute une phrase comme ça. Je comprends que c'est sous le chapitre 7, et dans ce cas-là, les États membres sont obligés d'accepter et d'aller d'après le cadre du Conseil de sécurité, de la résolution du Conseil de sécurité. Alors, il y a Alors, une si autre on... chose que les États obligés Vas-y. sont obligés. Ouais. Il y a une autre chose, c'est important de comprendre. Et une autre chose, c'est ce qu'on appelle le jus cogens. Alors, désolé pour mon latin. Jus cogens, c'est le droit international obligatoire, en fait, et qui change au fur et à mesure. Il y a une évolution. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas très clair tout ce qui est dans le cadre. Mais en gros, il y a des règles que les États souverains sont obligés de suivre, même si elles ne signent aucun traité. Et en fait, c'est une sorte de la nature d'un État souverain que c'est une sorte de, comme je ne peux pas faire tourner le soleil dans l'autre sens, je ne peux pas faire de l'esclavage, je ne peux pas faire un génocide, je ne peux pas enfreindre, on parle surtout du droit international humanitaire. On parle du droit international humanitaire, on parle du droit de la guerre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la guerre, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la guerre. J'ai pas le droit de couper des membres de gens, j'ai pas le droit de faire, voilà. C'est des choses que j'ai pas le droit de faire du piratage des bateaux dans la mer. Il y a énormément de choses que les États souverains n'ont pas le droit de faire, même s'ils ont signé aucun traité, ou tout simplement, ça fait partie aujourd'hui pratiquement de la nature d'un État souverain, qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Je peux pas demain dire, je fais de l'esclavage, oui, je fais de la traite d'esclaves, mais comme j'ai signé aucun traité qui m'interdit de faire de la traite d'esclaves, donc c'est OK. Non, ça marche pas. Le jus cogens, c'est le droit international obligatoire, qu'on parle surtout du droit humanitaire, et dans ce cas-là, il est obligatoire et on ne peut pas y renoncer. Il n'y a aucun moyen d'y renoncer. Une partie de ce droit est signée, c'est-à-dire que les États ont signé des traités, par exemple, surtout la Convention de Genève en 1949, dont Israël fait partie. Mais même si, par exemple, disons qu'Israël n'est pas fondé en 48, mais en 1950, donc après la signature de la Convention de Genève, on est quand même obligé de la suivre. Parce que ça fait déjà partie du jus cogens, de ce droit international obligatoire, surtout humanitaire. Et ça, c'est un point très important à comprendre. Alors, je reviens sur le... Oui, effectivement, ça c'est important, mais je reviens sur le point d'avant, sur le côté non contraignant des décisions des votes de l'Assemblée générale. Si on fait un saut dans le temps, on revient au 29 novembre 47 avec le plan de partage qui vise à créer deux États en Eretz Israël, un État juif et un État arabe, et on l'a souvent expliqué, on ne parle pas du tout de Palestiniens à cette époque-là, on parle bien d'un État arabe. Est-ce que cette décision avait une valeur contraignante ou pas? Non, non. La réponse est tout simplement non. Et le 29 novembre, ce qui est voté à l'Assemblée plénière de l'ONU, c'est une proposition de partage. Pour que cette proposition de partage devienne obligatoire pour les partis, il faut que les partis l'acceptent. Si un des deux partis ne l'a pas accepté, le côté arabe n'a pas accepté le plan de partage, c'est caduque. Si, voilà, moi et toi, on est assis entre ensemble, il y a une troisième personne qui arrive, qui nous fait une proposition, qui dit, on est en train de boire un café, ok, maintenant, il faut savoir qui va régler l'addition. Toi, tu dis, moi, règle l'addition, et moi, je dis, non, c'est moi qui règle l'addition. Et on arrive, il y a une troisième personne qui arrive et qui dit, vous savez quoi? Partagez. Mais toi, tu n'acceptes pas de partager. Il n'y a aucune obligation de Ok, partager. c'est très Il n'y a clair. pas de, voilà, il n'y a pas de, il y a aucun, donc l'importance du vote du 29 novembre 47, c'est une importance au niveau symbolique. Surtout au niveau symbolique, surtout pour
le fait que les États du monde ont accepté l'idée d'un État juif en Eretz Israël. Et ça, c'est très important au niveau symbolique, même pour certains juifs au niveau halakha, parce que dans l'halakha, il y a certains qui parlent qu'il y a une obligation de ne pas monter sur la muraille. Donc, c'est dans la Gemara, c'est dans le Talmud, qu'on n'a pas le droit de prendre son indépendance, qu'on n'a pas le droit de faire des choses à l'encontre de la volonté des nations du monde. Personnellement, je suis pas d'accord, mais il y a beaucoup de gens, de religieux, qui pensent que c'est la halakha, que c'est obligatoire. Dans ce cas-là, le 29 novembre 40, ce qui s'est passé, que les nations du monde ont accepté l'idée d'un État juif en Eretz Israël. Mais c'est une question symbolique halakha, c'est pas une question de droit international. Au niveau du droit international, cette proposition n'a aucune valeur contraignante, tout simplement parce que le côté arabe a refusé, le côté arabe a commencé à nous faire une guerre, et donc il n'y a absolument aucune valeur. Ok, alors si on poursuit sur les résolutions, il y a d'autres grandes résolutions dont on parle souvent. On parle des lignes de 67. Alors, on va le réexpliquer encore une fois parce que c'est important. En fait, quand on parle des lignes de 67 de la ligne verte, on parle des lignes de la fin de la guerre d'indépendance au printemps 49 qui vont se poursuivre jusqu'au début de la guerre des 6 jours en 67. Et suite à ça, on a une résolution dont on parle beaucoup, qui va concerner, après la guerre, la restitution d'un ou des territoires, ça dépend dans quelle langue on regarde cette proposition, cette résolution, qui a fait couler beaucoup 242. d'encre, la 242, et que souvent des détracteurs d'Israël essayent de remettre en avant sur le fait qu'Israël serait dans l'obligation, et tu vas nous dire quelle est cette obligation, de restituer quel territoire? De quoi on parle? Ok, donc la résolution de 242, en fait, elle crée ce qu'on appelle paix contre territoire. L'idée de paix contre territoire, qui est une idée qui a fonctionné plus ou moins de 67 jusqu'au début des années 2000, où aujourd'hui on a compris que ça marche pas trop et que ça fonctionne pas trop. Mais par exemple, le retrait d'Israël du Sinaï, de la péninsule du Sinaï, était fait dans le cadre de cette résolution. De quoi on parle? On est après 1967, après la guerre de 6 jours, le Conseil de sécurité de l'ONU fait une résolution sous le chapitre 6, donc non obligatoire, parce qu'on a dit qu'il n'y a que le chapitre 7, donc Ouais. c'est non obligatoire. Donc c'est le chapitre 6, en disant comme quoi Israël doit se retirer et maintenant des territoires en français, mais en anglais, il y a marqué from territories, et non pas from all the territories. Et ensuite, le reste de la résolution, c'est en disant comme quoi Israël, pour avoir que Israël, donc les partis là-bas, ils disent les partis, mais je pense qu'il y a que Israël qui est la question là-bas, et des frontières sûres et reconnues. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Israël est d'abord, la première question, c'est quand on parle de deux territoires ou des territoires. Okay, donc en anglais, la version qui est originelle, ok, donc la version française est traduite de la version anglaise, il y a marqué from territories. Donc, deux territoires, ça peut être même si maintenant je me retire de 100 mètres. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, comment je sais que l'intention n'était pas de tous les territoires? Tout simplement parce que, avant la résolution, il y a eu Des travaux préparatoires. des travaux préparatoires. Et dans les travaux préparatoires, une des versions d'avant qui n'ont pas été acceptées, elle est marquée from all territories. Et là, ils ont barré, et ils ont bien marqué. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que l'intention était vraiment de ne pas de tous les territoires, parce que sinon, ils auraient marqué, c'était dans le travaux préparatoires, et ça a été, les États-Unis ont accepté de voter que dans les États-Unis, il me semblait, et la France aussi n'ont accepté de voter que dans le cas où on barre all territories. La deuxième chose, c'est que, on parle en français, on comprend qu'en français, c'est très difficile de dire deux territoires, c'est du mauvais français, en fait. Simplement. Donc, si je traduis from territories, et que je suis même pas au niveau, j'ai même pas de mauvaises intentions, je traduis de manière obligatoire non des territoires parce qu'il n'y a aucune autre manière de traduire. En français, tu vas pas me dire deux territoires, ça veut rien dire, c'est du mauvais français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, disons que le gars qui a traduit en français, il avait des mauvaises intentions. Ça change absolument rien que l'intention du Conseil de sécurité n'était pas de tous les territoires. Et en plus, de quoi on parle? On échange de quoi? On échange de frontières sûres et reconnues. Donc, de frontières sûres, c'est-à-dire de frontières sur lesquelles on peut se défendre. De frontières qui permettent à Israël de se défendre. Les frontières de 1949, et à chaque fois qu'on vous dira les frontières de 67 corrigées, elle dit non, on parle pas de frontières, mais de lignes de cessez-le-feu, et pas de 67, mais de 49, donc les lignes de cessez-le-feu de 1949, Ouais. ne sont pas des lignes de cessez-le-feu sur lesquelles on peut se défendre. C'est des lignes sur lesquelles Israël ne peut pas vraiment se défendre, et Israël, d'après cette révolution, a besoin de frontières sûres. Et la deuxième chose, de frontières reconnues, c'est-à-dire quoi? Quand on reconnaît les frontières, c'est qu'on reconnaît les pays. Donc c'est en échange de reconnaissance par les États arabes avec qui
On a une mais qui frontière. qui sont autour de nous, qu'on a une frontière, et que cette frontière, ils nous reconnaissent, et qu'ils nous reconnaissent que oui, ça c'est Israël, c'est l'État juif, et qu'à partir de maintenant, je te reconnais, mais si tu continues à m'appeler l'antiquestionniste, à ne pas me reconnaître, à vouloir me détruire, ça ne marche pas. OK. C'est Donc, c'est très l'idée de paix intéressant parce contre. que ça veut dire que les deux pays qui sont au nord d'Israël, le Liban et la Syrie, qui ne reconnaissent pas toujours l'État d'Israël, rendent caduque, en vérité, cette résolution parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de frontières. Il y a absolument aucune reconnaissance de frontières. Donc, à ce niveau-là, au niveau du Golan et du Liban, d'abord, au Liban, on n'a pas de territoire qui appartient au Liban. Il y a des disputes du côté du Hezbollah qui parlent de certains territoires. Il y a des villages qui ont été transférés. C'est toute une histoire. Mais au niveau du droit international, vraiment, on n'a aucune, on n'entend rien. Mais même au niveau du Golan, qu'on a pris en 1967 à la Syrie, et que depuis, on a annexé, et j'utilise le terme annexé, pas appliqué à la souveraineté que j'ai utilisé en Judée-Samarie parce qu'il y a une réelle différence. Même dans le cas du Golan, on doit se retirer du Golan en échange de frontières sûres et reconnues. Et comme le Golan n'est pas une frontière sûre si on se retire, donc dans tous les cas, ça marche pas. Okay, parce que si je me retire du Golan, je suis plus dans la frontière sud parce que les Syriens seront au-dessus de ma tête, Bien et donc sûr. je serai plus. Donc dans tous les cas. Et en plus, c'est tout le chapitre 6. Et il faut que les deux côtés là l'acceptent. Israël a accepté, une partie des Arabes ont accepté, mais dans tous les cas, on parle pas de tous les territoires. Donc, dans tous les cas, on peut pas demander à Israël de se retirer de tous les territoires qui ont été conquis et occupés, libérés en 1967, par la résolution 242. Mais si en plus on parle maintenant de la Judée, Samarie, la Cisjordanie, alors là c'est totalement différent parce que à qui on va le rendre? Ça appartenait pas à la Jordanie, l'occupation jordanienne de Alors, 19 ans et que les gars les-mêmes. Donc, tout à fait. dans tous Alors, les cas, Nissim, je pense que c'est important pour tout le monde là, qu'on rentre un tout petit peu dans le détail de l'histoire de cette zone de Judée-Samarie. On va rappeler que les Anglais, avec les accords de San Remo et ensuite ont été validés avec le traité de Sèvres, les accords de San Remo et le mandat que la SDN a donné britannique. aux Britanniques. Ils ont récupéré donc l'intégralité de ce qu'on appelait la Palestine à l'époque, qui couvrait le côté ouest et le côté est du Jourdain, que 3 ans plus tard, ils vont créer la Transjordanie, qui va se transformer à la au milieu des années 40 en Jordanie, et que après la guerre d'indépendance, toute cette zone va être occupée par la Jordanie, qui va l'annexer. Officiellement, on va avoir une annexion de cette zone-là, et c'est la situation dans laquelle on va être jusqu'à la guerre de 67. C'est la situation dans laquelle on est jusqu'en 1988. Parce qu'il y a qu'en 1988 que le roi de Jordanie renonce à la Cisjordanie. Officiellement à la Cisjordanie. Mais je veux dire, Officiellement. mais ce territoire, Au niveau de facto, de on facto, a changé en 67. Ce qui se passe, en fait, si je vais dans le temps, ok, je vais faire un petit tour de chronologie de ce qui se passe. Avant la Première Guerre mondiale, tout le territoire jusqu'à la frontière entre nous et l'Égypte, la frontière actuelle entre nous et l'Égypte, qui a été créée quelques années avant, appartiennent et sous souveraineté à l'Empire ottoman, sous souveraineté ottomane. Les Ottomans n'ont pas de district, n'ont pas de division administrative qui s'appelle la Palestine. Pas du tout. En passant de manière assez rigolote, tout le territoire jordanien aujourd'hui appartient à la vilayet de Syrie, et Alep, qui est en Syrie aujourd'hui, n'appartient pas à la vilayet de Syrie, par exemple, ok? Jérusalem, un peu au nord de Jérusalem, il y a une sorte de frontière administrative qui passe, et c'est tout le sud, mais par contre, tout ce qui est au-dessus de Jérusalem, au nord de Jérusalem, ça appartient au district de Beyrouth. Okay, donc, il n'y a pas de district qui s'appelle Palestine, il n'y a aucun district administratif qui s'appelle Palestine depuis les croisés, plus ou moins. Qu'est-ce que c'est la Palestine? Quand on parle de Palestine et de Palestiniens, c'est des gens qui habitent dans la région. Où ça va être la région? Il n'y a pas de frontière fixe avant 67. C'est comme si en France, et t'habites dans le Midi. Ok, je connais aucune région administrative en France qui s'appelle le Midi. Ok. Est-ce que Jérusalem est en Palestine? Sûr, tout le monde est d'accord. Est-ce que Damas est en Palestine? Tout le monde est d'accord que Damas n'est pas en Palestine. Mais est-ce que Beyrouth fait partie de la Palestine? Bonne question. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La Palestine est une région administrative. Et les Juifs viennent de Palestine. Palestine, cache et Israël. C'est de là où vient, tout le monde le comprend. Et on dit aux Juifs, on rentre en Palestine. Maintenant, j'arrive, Première Guerre mondiale, et pendant la Première Guerre mondiale, on va avoir des événements politiques qui ne sont pas des droits, mais c'est des événements politiques. C'est la déclaration de Balfour. Ça, c'est la première chose, dans lequel, qui n'est absolument aucune valeur du mot de international, mais c'est politiquement important. C'est que l'Empire britannique voit d'un bon œil l'établissement d'un des foyers nationaux juifs en Palestine. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'en parallèle, Weizmann, donc Chaim Weizmann, fait
en fait, qu'on ait des déclarations Balfour, et Jabotinsky et tuer ce qu'on appelle les régiments juifs, les bataillons juifs de la Première Guerre mondiale qui vont se battre pour libérer le pays du colonialisme ottoman. Il faut bien comprendre, pendant la Première Guerre mondiale, les juifs se battent avec les britanniques pour libérer le pays. C'est un mouvement anticolonialiste. Le sionisme est un mouvement anticolonialiste. C'est très important à comprendre. Et donc, on libère le pays, et les Britanniques reçoivent en 1920, ils sont déjà occupants sur place. Entre 1917 et 1920, ils sont occupants au niveau militaire, et reçoivent en 1920 un mandat, donc en anglais, mandatory, c'est-à-dire une obligation de prendre le pays et le développer pour faire un foyer national. Je fais à partir du moment où il y a un territoire qui reçoit un mandat, donc il faut faire des frontières de ce territoire-là. Ça prend quelques années à faire ces frontières, surtout la frontière nord entre la France Et l'Angleterre. la Palestine et l'Angleterre. Ça prend quelques années de faire ces frontières-là. Dans tous les cas, au bout d'un moment, on a des frontières claires qui sont plus ou moins tous les frontières d'Israël, incluant la Judée-Samarie, et les frontières de ce qui est aujourd'hui la Jordanie. Et tout ce territoire est appelé Palestine. Très rapidement, comme tu l'as dit, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le Transjordanie, ils vont donner ça à la famille de Abdallah, à la famille hachémite, pour service rendu. Et donc maintenant, on ne parle que, la Palestine ne va être que le côté ouest, donc de la rivière la rivière du Jourdain, en fait, de la rivière du fleuve du Jourdain. Tout ce territoire-là, il y a un seul traité qui règle ce qui se passe sur ça. C'est-à-dire qu'au niveau du droit international, il n'y a que San Remo. San Remo, et donc, c'est la SDN, et ensuite, c'est le mandat britannique qui est pour créer un foyer national juif. De là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun autre traité qui a valeur légale. C'est-à-dire que je peux prendre tous les traités qu'il y a eu. Il y a un point très important que tu avais mentionné dans une conférence antérieure, c'est que à sa création, l'ONU reprend l'ensemble des obligations de la Société des Nations. Exactement. Ce qui se passe en fait, c'est que la Société des Nations donne le mandat, et on appelle ça un régime de tutelle. Un régime de tutelle, c'est le fait qu'il y a une tutelle des Britanniques pour faire un foyer national juif sur le territoire. Maintenant, les régimes de tutelle, nous on a l'indépendance en 48, la Seconde Guerre mondiale c'était 45, la création de l'ONU c'est 45-46. Dans l'article numéro 80 de la charte de l'ONU, et c'est un article que les sionistes sont vraiment poussés à ce qu'il y ait, ok, c'est pas pour rien qu'il est là-bas. L'article 80 dit comme quoi tous les régimes de tutelle qui appartiennent à l'SDN repassent à l'ONU. Et donc, quand les Britanniques décident de quitter le pays et de mettre fin au mandat, ils retournent le mandat à l'ONU en disant je n'arrive pas, toi qui m'as donné un régime de tutelle, je n'arrive pas à le faire, donc récupère-le. C'est à toi maintenant. Ok, donne-le à un autre pays, redonne-le nous avec d'autres conditions, mais maintenant c'est à l'ONU. L'ONU propose le plan de partage qui est refusé par les Arabes, il y a une guerre, on fait notre indépendance, mais c'est-à-dire qu'au niveau du territoire, le seul traité qui a valeur légale au niveau du territoire, qui sont un droit qui sont pas faire, c'est San Remo qui dit comme quoi le territoire, le but de ce territoire est de fonder un foyer national juif. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les implantations ou les colonies, ou je comme on appelle ça, en Judée et Samarie, non seulement ne sont pas interdites au niveau du droit international, mais elles sont prévues par le droit international. Le droit international demande à ce que cet endroit devienne un foyer national juif. Le deuxième texte, le deuxième traité de droit qui a valeur plus ou moins, et là c'est une question, ok, c'est une vraie question, sur le territoire, c'est Oslo. Alors pourquoi c'est une question que je dis Oslo? Parce que d'un côté, Oslo, on parle de Oslo 2 en 1995, qui était donc signé entre d'un côté l'OLP, Israël avec les garants c'est les pays internationaux qui vont être les garants de ce traité. D'un côté, au niveau de ce qui a marqué dans le traité, il y a une, c'est comme dans les produits laitiers, vous savez, il y a une date. Une date on peut pas manger péremption, ouais. De péremption, ok. Donc, la date de Oslo, elle est déjà passée depuis longtemps. Là-bas, il y a marqué sur 10 ans, il me semble, et c'est passé depuis longtemps. Mais le problème, c'est que sur le terrain, Oslo a toujours cours. Donc, à partir du moment où attends, juste un point important pour tout le monde. Les accords d'Oslo qui prévoient la division en 3 zones de la Judée-Samarie Cisjordanie avec les zones ABC. A, contrôle intégral de l'autorité palestinienne, sont les grandes villes. B, un contrôle mixte sécuritaire israélien, administratif palestinien, et la zone C sous contrôle intégral israélien. C'est Oslo 1 ou Oslo 2? Oslo 2. Ok. Donc ça, c'est la partie la plus importante qui nous interroge aujourd'hui sur la légalité des communautés juives qui vivent dans cette zone-là. Ok. Oslo prévoit de manière très claire qu'en zone C, Israël fait ce qu'elle veut. Et qu'Israël peut construire autant qu'elle veut en zone C. D'ailleurs, en passant, celui qui a le plus construit en zone C et qui a fait le plus d'implantations, c'était Ehud Barak en 99-2000. Alors,
que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il y a des communautés israéliennes en zone A ou en zone B? Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a que à Hébron. À Hébron, il y a une exception où c'est un autre accord. Et un autre accord, il y a un accord sur Hébron spécifiquement que Netanyahu a signé, il me semble, en 97. Mais si je me trompe, que c'est en 96, ne m'en voulez pas. Et je suis presque sûr que c'est en 97, et la ville de Hébron est divisée entre deux zones. Il n'y a pas ABC, il y a H1 et H2. H1, c'est la majorité de la ville. Quand on parle de la majorité, c'est-à-dire 90% de la ville, qui est exactement la même chose que zone A. Donc, c'est totalement sous le contrôle de l'autorité palestinienne, total. Une petite partie de la ville, c'est 10% de la ville, c'est H2, où c'est contrôle civil palestinien, contrôle militaire israélien. Mais quand je parle de contrôle civil, c'est-à-dire que, par exemple, les éboueurs, des gens, des gens qui habitent à Hébron elle-même. Je parle pas de Kiryat Arba, la ville d'à côté. Je parle de Hébron elle-même, hein, à côté du caveau des patriarches. Disons que là-bas, il y a 500 ou 600 juifs qui habitent. Les éboueurs les Ouais. déchets le matin, les poubelles, font partie, désolé, ça fait après 2 mois au service militaire, j'ai oublié mon français, font partie de la municipalité palestinienne de Hébron. Ok. Mais à part le cas Et le d'Hébron, maire de ouais. Hébron, et le maire de Hébron est un ancien terroriste. Ok, un ancien terroriste, un gars qui a fait de la prison en Israël et qui est un ancien terroriste, nous aime pas trop, et c'est des bois. Et donc il y a un vrai. Maintenant, non seulement ça, mais même la petite zone sur laquelle les Juifs ont censé avoir le droit d'être sous contrôle militaire israélien. En fait, les Juifs ont le droit d'y être que dans 3% de la totalité que dans 30%, donc cette petite zone, ce qui fait 3% de la totalité de Hébron. Et donc, c'est assez rigolant. Parce que oui, il y a des zones, quand je rentre dans Hébron, vous savez, il y a toutes les visites de Breaking the Silence, c'est toutes les organisations comme ça, et un peu antisionistes, si je dirais antisémites. J'ai aucun problème à le dire. Et ils peuvent m'attaquer en justice jusqu'à demain. Donc, ils amènent ici, ils amènent les touristes, etc., pour leur montrer l'apartheid, et comme quoi les Palestiniens n'ont pas le droit de rentrer dans la rue ici, dans la rue là. C'est vrai. De l'autre côté, ce qui se passe, c'est que dans 97% de la ville de Hébron, les Juifs n'ont pas le droit de rentrer. Et que même et on parle même de la partie qui est sous contrôle militaire israélien, où dans une bonne partie, en fait, il y a 2, 3 rues qui sont juives et le reste, on n'a pas le droit d'y rentrer. Donc, mais c'est la seule exception qui existe. C'est important d'y parler. On parle de 500 bonhommes. Ok. Et le reste, c'est que zone C Donc d'après c'est le que zone procureur, C ça. sur laquelle tu nous dis que on a le droit complet de construire ce qu'on veut. Exactement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, et encore une fois, comme toutes les questions de droit, il y a des zones grises. Donc, il y a des zones grises. Ce qui se passe, c'est que dans les années 2000, à l'époque de George Bush, Israël a accepté l'idée qu'on ne construise pas plus d'implantations, qu'on ne crée pas de nouvelles villes en Judée-Samarie, etc. Donc, on a certaines obligations qui sont plus des obligations politiques, des promesses politiques. Est-ce que ça rentre dans le cadre du droit international ou pas? C'est des questions parce que oui, on a signé certains papiers, mais en gros, on peut considérer qu'à partir du moment où l'autorité palestinienne ne respecte absolument pas et les papiers sur lesquels elle signait. Donc nous non plus, on n'a pas du tout l'obligation de respecter. Et au bout du compte, il y a une sorte de réciprocité qui n'existe pas. Et on a vu ça aujourd'hui, par exemple, rien qu'aujourd'hui où l'autorité palestinienne agit de manière unilatérale contre Israël en faisant à l'ONU, j'ai oublié quelle résolution, tous les jours ils font des votes contre nous. Et dans ce cas-là, on peut très bien dire, OK, tu as voté contre moi, donc moi aussi, je vais faire quelque chose que je ne suis pas certain d'avoir le droit de faire. Donc, c'est toute une question. Mais le seul texte vraiment qui est sûr et certain à 1000%, c'est sans vraiment. Et sans vraiment, on a le droit de faire ce qu'on veut. Alors peut-être un dernier point pour conclure notre entretien, c'est la politique depuis, peut-être pas historique, peut-être depuis 20 ans, depuis 30 ans, sur toutes ces résolutions anti-israéliennes, où on sait qu'il y a plus de résolutions contre Israël que contre l'ensemble des autres membres de l'ONU, que des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite sont quasiment jamais condamnés, et qu'on a tous les ans 10, 20, 30 résolutions anti-israéliennes. C'est un phénomène qui choque beaucoup de juifs, beaucoup de sionistes qui ne comprennent pas. Et quelque part, on a envie de dire, mais Israël devrait quitter l'ONU parce que c'est injuste et il n'y a pas de raison d'accepter cette situation. Et c'est en fait une question politique plus que du droit international. Et au niveau du droit, il n'y a que les résolutions du Conseil de sécurité sur le chapitre 7 qui valent quelque chose. OK. Et aussi la Cour de justice internationale, mais ça c'est toute une autre histoire. Et
On peut faire tout un chapitre dessus, ok. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de, toutes ces résolutions, toutes ces décisions ne valent rien au niveau du droit. Elles valent beaucoup, et elles peuvent valoir beaucoup au niveau de la politique. Ok, par exemple, je donne un exemple de la Cour de pénale internationale. La Cour pénale internationale, donc c'est pas la Cour de justice, c'est une autre instance qui est à La Haye, qui a été fondée par le statut de Rome, et, et donc qui doit arrêter aujourd'hui Benjamin Netanyahu. Ok. Alors, nous, on n'est pas signataire du statut de Rome, c'est-à-dire qu'en fait, la Cour pénale n'a aucune, aucune fondation légale de faire aucun mandat d'arrêt contre n'importe quel Israélien. Comme les Ils ont États-Unis. accepté, comme les États-Unis. Par exemple, les États-Unis refusent, mais les États-Unis peuvent, les États-Unis, c'est les États-Unis. Les États-Unis ils ont même une loi que si un Américain est arrêté, ils peuvent attaquer de manière militaire la Haye à La Hague pour récupérer leurs ressortissants, à tel point. OK? Mais non. Au niveau légal, ça vaut absolument rien. Pour différentes raisons, ça vaut absolument rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, demain, Netanyahu visite la Grande-Bretagne. Et le parti au pouvoir en Grande-Bretagne, c'est le parti travailliste, le Labour, décide d'arrêter Netanyahu et de le transmettre, de l'extraditer vers la Hague, vers la Cour pénale internationale. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça au niveau du droit? Absolument non. Absolument non. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas, c'est pas quelque chose qui peut se passer? Oui. Mais après, c'est une question de politique. Au bout du compte, la justice, et on sait très bien en Israël, ça fait toute la discussion, la justice, comme tout, est au bout du compte une question politique qu'on peut utiliser à des fins politiques et on peut tout déformer. Et le fait que quelqu'un parle du niveau légal et qu'il va tout sortir tout un jargon légal et qu'il va faire tout, ça ne veut pas dire que c'est légal. C'est simplement qu'il va sortir son jargon. On connaît très bien ça en Israël et on le connaît aussi à l'étranger et ça vaut absolument rien. Est-ce que ça peut se passer? Oui. Par exemple, je connais à titre personnel, très très personnel, je connais des gens qui devaient visiter différents pays européens au nom de l'armée, au nom de Tsahal, et que le voyage a été arrêté au dernier moment, a été bloqué au dernier moment, par peur que la personne ne se fasse arrêter. Là, est-ce que ça vaut quelque chose? Absolument pas. Par exemple, l'Afrique du Sud arrête toute personne qui a servi dans Tsahal. Est-ce qu'au niveau légal, ça vaut quelque chose? Ça vaut absolument rien. Mais est-ce que la personne n'est pas arrêtée quand même? Oui, elle est arrêtée. C'est-à-dire que c'est deux choses totalement différentes. Et on parle de politique, on parle de morale, et au bout du compte, à mon humble opinion, et maintenant je vais donner une opinion politique, hein, à mon humble opinion, un des gros problèmes d'Israël, et c'est pour des raisons internes à Israël, c'est qu'il y a une totale incompréhension. Au bout du compte, toutes ces histoires de légalité, de cours de justice, etc., toutes ces histoires, c'est des histoires politiques. Et donc, il faut pas agir contre ça au niveau légal, mais il faut agir contre ça au niveau politique. Par exemple, quand on est arrivé devant la Cour de justice internationale pour soi-disant génocide, et au lieu d'envoyer là-bas Aaron Barak, qui va en profiter pour agrandir la mainmise du système de justice sur la politique en Israël, et on doit parler au niveau politique. On doit faire par exemple, regardez, c'est qui les pays qui envoient les juges. Il y a 15 juges là-bas, chacun d'un autre pays, ressortissant d'un autre pays, et faire pression sur les pays pour que, au bout du compte, le juge, surtout des pays non démocratiques, il juge pas d'après la justice, il juge d'après le message qu'il vient de recevoir dans son propre pays. Donc, un juge d'un pays africain, il va pas juger d'après, désolé pour les Africains, mais de manière générale, c'est pas toujours des démocraties resplendissantes. Il va recevoir un téléphone de son président le lendemain et il va lui dire, écoute, voilà ta décision. Donc, c'est une question politique. La même chose qui se passe en Espagne, qui se passe en Angleterre, qui se passe en gros, c'est une question politique. Au bout du compte, que ce soit le Labour ou le Parti conservateur ou la droite en Angleterre, ça change pas la donnée légale de ce que fait Israël, de ce que fait pas Israël. Mais au bout du compte, sur le terrain, oui, ça change. Que là, ils acceptent de vendre des armes, mais l'autre, il accepte pas de vendre des armes parce que, soi-disant, on fait des choses qui sont illégales. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre qu'on parle de politique et pas de légalité des choses. Passionnant. Merci beaucoup, Nissim Slama, donc guide conférencier pour cet entretien passionnant sur Israël et le droit international. J'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de discuter concernant ces questions qui sont complexes, passionnantes, un peu compliquées pour le grand public, mais beaucoup plus claires grâce à tes éclairages. Merci, Nissim. Merci beaucoup. Merci, À merci. très bientôt sur Tandem TV. À très bientôt.